euh, euh, l'emprunteur ici n'arrive pas ici à honorer ses engagements vis-à-vis de la banque. C'est bon? On a vu le risque de contrepartie. Le risque de liquidité, c'est le fait que le risque de liquidité, c'est un risque lié au fait que la banque n'arrive pas à faire face à ses engagements à très court terme. Voilà. Le risque de la liquidité, c'est le fait de faire face à des engagements immédiats. Voilà. C'est comme quelqu'un, par exemple, il est fortuné, il a des biens immobiliers. C'est vrai, il a des maisons. C'est vrai. Mais les maisons, les loyers, c'est à la fin du mois. Tu vois un peu? Il peut peut-être avoir des revenus mensuels de 50 millions, 100 millions par mois. Mais au 2 du mois, si tu demandes 10 000, pas de donner. Parce qu'il n'est pas liquide. C'est ça la liquidité. La liquidité ici, c'est le fait de pouvoir faire face à ses engagements financiers à très court terme. Le court terme. Et en banque, ici, la notion de court terme ici en banque, c'est 1 an, 2 ans maximum. Donc, lorsque des clients viennent à la banque retirer l'argent, il faut que la banque soit en mesure de faire face à cela. Si elle ne peut pas faire cela à une certaine hauteur, ça va créer la panique. Et comme un effet domino, les gens vont dire ah, la banque n'a pas la valeur, ça va créer des problèmes. Donc, la notion de liquidité, c'est une demande qui est très importante ici dans la banque. Même dans les compagnies d'assurance aussi, parce que même dans les compagnies d'assurance, lorsqu'il y a des sinistres qui arrivent, il faut décaisser. Lorsqu'il y a des sinistres, il faut décaisser. Les compagnies d'assurance, elles font quoi? Elles collectent l'argent auprès ici des assurés qui paient les polices, mais cet argent-là, ça va investir. Les compagnies d'assurance prennent cet argent pour aller investir dans les banques. Elles vont ouvrir des comptes de dépôt à DAT dans les banques. Les compagnies d'assurance, elles vont acheter des obligations de l'État. Les compagnies d'assurance, elles vont investir dans l'immobilier. Elles vont acheter des terrains. Elles vont investir dans d'autres entreprises. Elles vont acheter des actions. Voilà. Et aussi une stratégie pour réduire les risques, comme on le dit, c'est la diversification. Comme on le dit ici, on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Donc, une stratégie de base, c'est humain-même, c'est-à-dire dans les règles de la vie, il faut diversifier ses risques, mais il faut diversifier ses revenus. Par exemple, un paysan, tu fais un cultivateur, tu fais un peu de. Si tu fais, entre quelqu'un qui fait riz seulement, et puis quelqu'un qui fait riz, tomate, igname, manger, qui a l'habitude d'un gros risque? C'est celui qui a diversifié. Mais c'est celui qui a fait seulement le riz, il fait que peut-être le bas-fond est inondé. Ben, il y a un problème, je ne sais pas, mais il ne peut pas vivre. Alors que celui qui a fait plusieurs types de cultures peut, en fonction de l'évolution des saisons ici, peut survivre. Donc en finance, quand tu as de l'argent et quand tu investis pour réduire ton risque, pour réduire le risque de dévalorisation de ton capital, il faut diversifier tes investissements. Tu peux avoir de l'argent en compte d'épargne, en compte courant, tu peux avoir de l'argent en DAT, tu peux acheter des obligations auprès de l'État, tu peux acheter des obligations auprès des entreprises, tu peux acheter des actions, tu peux acheter des terrains, tu peux construire une maison, tu peux acheter des voitures, tu peux acheter des bijoux, franchement, ça c'est des investissements. Vous avez besoin de tu payes des montres, des trucs chers, mais ça c'est des investissements. Au cas où il a une difficulté, il va pouvoir faire face, on peut mettre ça en garantie rapidement. Donc en finance, c'est comme ça.
la stratégie de base pour réduire son risque, c'est la diversification. Il faut diversifier son portefeuille. Voilà. Donc, risque de liquidité, risque systémique lié ici à l'ensemble du système. Le risque de taux d'intérêt dû à la variation défavorable des taux d'intérêt. Parce que le taux d'intérêt, quand il augmente, ça peut être négatif ou même positif pour nous. Quand il baisse, ça peut être la même vice-versa, ça dépend d'où on est. Et puis, il y a un risque de contrepartie qui est dû à un risque de non-remboursement des crédits qu'on a pris. Maintenant, on va creuser un peu. Maintenant, parce que il se trouve quoi? Lorsqu'on lit l'article, on va essayer de lire un peu l'article. Je vais essayer de lire l'article. Bon, pour ceux qui sont allés à la fin, on va lire l'article. Donc, au niveau de, voilà, comment les autorités américaines ont réagi. On va regarder ça, on dit quoi? Les autorités américaines ont répondu rapidement de manière à renforcer la confiance dans le système bancaire américain et à éviter la contagion. Donc, vous ne voulez pas que cette faillite-là contamine l'ensemble du système bancaire américain, l'État américain, parce que la crise a commencé le 10 mars, et puis le 12-13 mars, l'État américain a réagi rapidement. Donc, une autre banque en difficulté le 12 mars, elles ont annoncé les mesures. Tout d'abord, les dépôts de la Silicon Valley Bank et des Signature Bank seront garantis dans leur intégralité, bien au-delà donc, du plafond de 250 000 $ prévu à la législation américaine. Cela concerne plus de 80% des clients de ces deux établissements. L'action de la Fed, qui est la Banque centrale américaine, ne constitue pas une bail-out. Les actionnaires détenteurs des obligations et les deux banques ne sont pas protégés par cette mesure. Voilà. Tu vois, bon, je ne sais pas si vous voyez un peu la décision que la Fed a prise n'a pas protégé tous les investisseurs en question. Elle a protégé uniquement que les déposants. Mais ceux qui ont investi dans Silicon Valley Bank, c'est-à-dire les actionnaires et ceux qui détenaient des obligations, la Banque centrale ne les a pas mis dans le lot des personnes à protéger. La Fed a par ailleurs mis en place un nouveau programme, le Bank Term Funding Program, destiné à fournir de la liquidité à des conditions avantageuses, notamment aux établissements bancaires. Donc, vu que ça a créé un problème, la banque centrale ici a permis de faciliter aux autres banques que l'argent puisse circuler dans l'économie. Les banques pourront en effet emprunter des fonds en apportant des obligations valorisées à leur valeur nominale et non leur valeur de marché. Ça, c'est un élément important. Hein. Voilà un peu. J'explique ici. Parce que il s'est trouvé que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt. Et qui dit baisse des taux d'intérêt dit dévalorisation de la valeur des obligations. La dévalorisation ici des prêts qu'on a fait à l'État. Donc la Banque centrale a dit quoi? Comme le capital de ces prêts-là a baissé, je ne vais pas racheter ces prêts-là à leur valeur de marché, c'est-à-dire à leur valeur réelle, puisque la valeur réelle, elle a baissé. Ici, par exemple, c'est 10 000. Ouais, j'expliquais, bon, comme monsieur, c'est Gauthier, voilà, qui a financé la base. Comme par exemple ici, on se dit que l'État de Côte d'Ivoire a mis un bon un emprunt obligataire montant 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et puis, du tout d'intérêt, 5%. Ça veut dire que chaque année, sur les 10 000, l'intérêt, ça va 10 000 francs multiplié par 5%. Ça va faire, je crois, 500 francs. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Chaque année, si on suppose que le remboursement est payé à la fin de l'échéance,
chaque année, l'État va te payer un intérêt de 500 francs. Si on suppose que c'est sur 5 ans, bon, voilà, 2, 3, 4, 5. Donc l'État veut dire chaque année, je te paye 500. 500, 500, 500, 500. Plus, l'année dernière, était 10 000 francs. Ça là, les 10 000 francs en finance, on appelle la valeur nominale. La valeur nominale. La valeur nominale, c'est quoi? C'est le prix affiché. En fait, c'est comme le prix, c'est comme par exemple, voilà, un billet de banque. Si tu vas diviser la valeur faciale, c'est la valeur qui est sur le billet. Et cette valeur-là, elle ne peut pas diminuer, même si le billet est vilain, comment? C'est toujours la même valeur. Maintenant, à moins que au marché noir, bon, ouais, peut-être que c'est une devise, bon, on peut dire, bon, c'est 10 000 francs, peut-être ça va valoir 9 900. Ouais, que, donc, entre la notion de valeur faciale, valeur nominale et valeur de marché, il y a une différence. Ouais, la valeur de marché ici est souvent différente de la valeur faciale de la valeur nominale. Parce que la valeur nominale, c'est la valeur sur laquelle on calcule le taux d'intérêt. Donc, tu vois, un bien même peut valoir 10 000 francs, mais sur un marché, il peut être moins que ça, même plus que ça. Tu vois un peu. Donc, j'explique. Donc, l'État américain dit que les 10 000 francs qui étaient là, ici, là, puisque le taux d'intérêt a augmenté, les 10 000 francs sur le marché, ça va valoir 9 000. C'est ça veut dire. Le taux d'intérêt a augmenté, donc la valeur de l'obligation va dire, donc l'obligation c'est à 9 000. Plus l'intérêt qui est payé. L'État dit que je ne vais pas racheter ça à 9 000, parce que ça à 9 000, tu es payant. Je vais acheter ça à la valeur nominale. C'est un peu le français, voilà. C'était pour expliquer un peu, voilà. Donc, comme je l'ai dit, quand je vais dire, ils ont dit quoi? Donc, la Fed a par ailleurs mis en place un nouveau programme destiné à fournir de la liquidité dans des conditions avantageuses, notamment aux établissements bancaires. Donc, les banques qui avaient les obligations de l'État, les banques pourront en effet emprunter des fonds en apportant des obligations valorisées à leur valeur nominale. Les banques pourront emprunter des fonds en apportant des obligations à leur valeur nominale et non à leur valeur de marché. Puisque les banques achètent des obligations auprès de l'État. Et comme l'État a augmenté ces obligations, leur valeur va baisser. Donc l'État va dire, venez prendre de l'argent avec moi, mais en contrepartie, envoyez-moi vos obligations en garantie. Mais les obligations que vous allez avoir en garantie là, je vais prendre ça pas à la valeur de marché, pas à 9 000, mais je vais prendre ça à 10 000. Si je prends à 10 000, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Donc tout ça, c'était un moyen pour la Banque centrale ici, d'aider les banques ici à avoir de l'argent dans leur compte pour pouvoir injecter ça dans l'économie. Donc, les mesures prises par les autorités américaines visent à éviter tout risque systémique. Ouais. C'est-à-dire au-delà de VSB Bank et des Signature Bank, puisque ces deux banques étaient en faillite, l'État américain a pris des décisions pour ces entreprises, pour ces banques-là, mais aussi a pris des décisions pour les autres banques, pour ne pas que ces faillites-là contaminent, pour ne pas que ce soit des faillites qui créent une crise systémique. C'est-à-dire le risque qu'un événement particulier entraîne par réaction en chaîne des effets négatifs considérables sur l'ensemble du système pouvant ainsi occasionner à une crise généralisée de son fonctionnement. En effet, de nombreux observateurs anticipent que les principales banques centrales mondiales, comme la Fed ou la Banque centrale européenne, pourraient stopper leur politique de remonter les taux dans le cadre de la lutte contre l'inflation de manière à soutenir l'économie. Okay. Donc voilà un peu ça. Donc, c'était un peu pour revenir un peu sur l'aspect systémique. Maintenant, la dernière partie que nous avons parlé, la faillite bancaire a-t-il un risque de contagion sur l'Europe?
Ça, je vais dire ça pour pouvoir faire sortir une autre risque ici. Donc, on se pose la question, est-ce que, puisque vous voyez que la même manière des banques, cette banque-là a acheté des obligations de l'État, la même manière que le banque Signature Banque a acheté des obligations de l'État, la même banque, les autres banques américaines ont acheté des obligations de l'État. C'est la même manière aussi que les banques européennes, la banque a acheté des obligations de l'État. Il y a plein de banques américaines, européennes qui ont acheté. Il y a plein de banques chinoises qui ont acheté. Maintenant, on se pose la question, cette crise-là, puisque il y a plusieurs banques américaines et étrangères qui ont acheté des obligations, et si les taux d'intérêt augmentent, le capital va baisser. Est-ce que cette crise-là, est-ce que cette faillite-là a eu un impact sur les banques européennes? Donc c'est la question que l'on se pose dans l'article. On dit que les dirigeants américains et européens n'ont cessé de se montrer rassurants au cours de ces derniers jours. Ainsi, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances de France et de la souveraineté industrielle et numérique, il n'existe pas de risque de contagion et les banques françaises et européennes sont solides. Il apparaît en effet que les banques du vieux continent, c'est-à-dire la banque des banques européennes, opèrent seulement sur un modèle différent de la Silicon Valley Bank. Les clients et leurs actifs sont notamment plus diversifiés. Voilà. Donc, à la différence des Silicon Valley Bank qui est uniquement spécialisée dans les startups, les banques européennes sont plus diversifiées. De plus, il semble y avoir peu de liens directs entre la Silicon Valley Bank et les établissements bancaires européens. Ça dit quoi? Dans la Silicon Valley Bank, il n'y a pas assez de grosses banques qui ont mis l'argent là-bas, donc il n'y a pas de problème. La chute de la banque américaine ne devrait donc pas générer de lourdes pertes pour ces dernières. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas impacté les banques européennes, mais l'impact a été pas significatif, quoi. En revanche, les établissements bancaires européens sont également confrontés à la hausse des taux. C'est vrai qu'en termes d'impact, concernant cette crise-là, vu qu'il n'y a pas l'argent que les banques européennes ont mis dans la Silicon Valley Bank, ce n'est pas significatif. Donc si elles font faillite, ça ne va pas impacter. Mais l'un des éléments qui va impacter, c'est la hausse des taux d'intérêt. Si je suis une banque française, allemande ou anglaise, si j'ai acheté des bons du trésor américain, vu que les taux d'intérêt ici ont augmenté, la valeur de mes obligations que je mets dans mon portefeuille, là, ça va baisser. Voilà, donc le risque auquel ici les banques européennes sont exposées, sont effectivement ici le risque de taux d'intérêt. Ils pourraient donc amener à essuyer des pertes s'ils sont contraints de vendre, voilà. Donc s'ils veulent vendre, ils vont avoir des pertes. Donc, mais je prends un exemple. En Europe, on utilise le dollar. L'euro. Aux États-Unis, on utilise le dollar. Alors qu'en Europe, on utilise l'euro. Voilà. Donc, pour des entreprises ou des banques européennes qui achètent des bons du trésor américain, elles vont acheter. Bon, je pose la question à M. Kouchi. Aux États-Unis, on a l'euro. En Europe, on a l'euro. Les banques européennes, lorsqu'elles achètent des bons du trésor américain, elles achètent en dollars. N'est-ce pas? Aux États-Unis, on a le dollar. Oui. En Europe, on a l'euro. Donc, moi, je suis une banque européenne. Je vais acheter des bons du trésor américain. Achète ça dans leur monnaie. Dans leur monnaie en dollars. En dollars. Et on va me rembourser ça en euros. Donc, quel est le risque auquel moi, investisseur européen qui investit aux États-Unis, concernant cette monnaie-là, quel est le risque auquel je suis exposé? Quel est qu'on appelle ce risque-là? C'est le taux d'intérêt. On n'a pas le taux d'intérêt. Non, toi, je suis comme je. Non, bon, Pas le temps. C'est ça qu'a fait la fille n'est pas libre. En fait, c'est un nouveau risque que je veux, on va venir sortir. Voilà. C'est un risque qui est lié à la devise. Voilà.
puisque tu as fait un placement en euros et en dollars, et lorsque on va te payer en dollars, mais quand tu vas vouloir rapatrier ton argent, tu vas rapatrier, ton argent va devenir en euros. Donc il y a un risque lié à la devise, qu'on appelle le risque d'échange. Voilà. Donc on appelle le risque d'échange. Le risque d'échange, c'est un risque qui est dû à la dépréciation ici de la monnaie dans laquelle on a acquis un actif. Voilà, le risque d'échange. Le risque d'échange. Donc en plus du risque de liquidité, risque systémique, risque des taux, risque des contreparties, on a un autre risque qu'on appelle un risque d'échange, qui est un risque lié à la devise. Le risque d'échange, c'est un risque lié à la devise. Donc un investisseur qui achète, qui investit dans une monnaie étrangère, un investisseur qui fait un investissement dans une monnaie étrangère est exposé à un risque d'échange. Voilà. Lorsque le taux d'échange lui est défavorable, voilà. Donc il y a un risque d'échange. Donc le risque d'échange, c'est un risque lié ici à la dépréciation ici de la valeur de la devise dans laquelle on a fait un investissement. Donc les Européens, ils achètent, vont acheter les bons trésors américains en dollars. On va les payer en dollars. Maintenant, lorsqu'ils vont vouloir rapatrier l'argent va revenir en euros. Et quand ça revient en euros, ça peut être petit, ou ça peut être gros. Donc il y a un risque. Mais il n'y a pas un moyen de vérifier ici. Si, mais ça, tu vois, pour l'instant, comme je dis, on n'est pas encore. Tu as peut-être pas la partie de la couverture, oui. Parce que tu as acheté des obligations aux États-Unis. On sait que l'euro, le dollar, ça fluctue, voilà. Donc ça balance parce que c'est pas une monnaie qui est stable comme l'euro. Voilà. Donc avant d'acheter là, il faut faire des calculs. Oui, il faut des calculs. Tu fais des calculs, mais je pense que à l'instant T, je pense que nous sommes aujourd'hui samedi 2 décembre, il est 17h32. Il y a un peu de caricature. Tu es trader dans une banque, je suis trader dans une banque européenne. Bon, on veut acheter par exemple pour 100 millions de dollars de bons de trésor américains. 100 millions de dollars. Donc, à l'instant, il faut que j'aille sur mes écrans. $1 vaut combien d'euros? Donc, à l'instant T, j'ai le montant. Donc, il prend un atelier pour 100 millions de dollars, peut-être que je vais dépenser peut-être 110 millions d'euros, mais 105 millions d'euros. Donc, je sais quand je vais acheter. J'ai acheté ça aujourd'hui. Mais demain, mes 100 millions de dollars qui est acheté avec 105 millions d'euros là, demain ça peut passer à 106. Voilà, à 106. Ça veut dire quoi? J'ai donné 105 millions d'euros, je peux m'en donner 100 millions pour quelque chose qui vaut 100 millions. Si demain mes 105 millions d'euros deviennent 100, ça veut dire que l'euro a augmenté par rapport au dollar. Donc si demain je veux vendre les obligations, je vais gagner de l'argent. Donc je suis dans une position d'échange qui sera favorable parce que je veux gagner plus d'argent. Mais si par exemple c'était 105 millions d'euros, puis demain ça fait 104, je veux perdu. Donc voilà un risque auquel je suis exposé, qui est ce qu'on appelle le risque de change. C'est pour ça que souvent, si vous suivez un peu l'actualité un peu économique, même le cas de la Côte d'Ivoire, depuis pratiquement plusieurs années, l'État de Côte d'Ivoire emprunté beaucoup d'argent sur les marchés internationaux. Et comme on l'a dit une fois, à l'époque, quand il y avait au Crédit Suisse, mais il s'est plaint parce qu'aujourd'hui, plein de pays africains vont emprunter dans les pays occidentaux. C'est bon pourquoi? Parce que là-bas, tu peux emprunter beaucoup d'argent à des taux très bas et sur une longue période.
Nous sommes un pays de la zone franc CFA. Donc, si on va emprunter en Europe ou acheter des obligations, des euros en euros, il n'y a pas de risque d'échange. Puisque euro CFA, la parité, elle est fixe. Ça fait 655,957. On monte, on descend, c'est la même parité. Mais si l'État de Côte d'Ivoire, ça va emprunter ou des euros en dollars, et que sachant que le dollar et le franc CFA, il y a une fluctuation, on est exposé à un risque de change. Tu vois un peu. Maintenant, pour que vous voyez un peu l'impact, puisque depuis pratiquement 10 ans, 12 ans, on emprunte beaucoup d'argent sur le marché international. Et on a emprunté beaucoup d'argent en dollars. Mais sur les 10 années, là, on voit que le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Et puis, quand il y a la crise du Covid, le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Et la crise en Ukraine, le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Quand le dollar augmente par rapport à l'euro, ça veut dire que c'est le dollar qui augmente par rapport au franc CFA. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous, un pays comme la Côte d'Ivoire qui avons emprunté beaucoup d'argent en dollars, sur la période ici, on va rembourser beaucoup plus d'argent en dollars parce que le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Donc, c'est un risque auquel on est exposé. Donc, aujourd'hui, c'est un gros impact sur notre budget. C'est un gros impact sur le service de la dette. Tu vois? Et puis, c'est un gros impact. Ça, c'est le risque d'échange, mais aussi il y a le risque de taux. Quand les taux d'intérêt vont augmenter, on va payer encore plus d'argent. Plus sur le marché mondial ici, au niveau international, les taux d'intérêt sont dans une dynamique de hausse. Donc, quel est l'impact pour un pays comme la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ici, qui a emprunté, par exemple, en dollars sur les marchés internationaux, est exposée à un risque d'échange. Exposé à un risque, comme je l'ai dit. Donc, depuis les 10 ans, on voit que le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Évidemment, le dollar a augmenté par rapport à l'euro. C'est-à-dire que lorsqu'on va rembourser le capital, on va payer plus encore. Ça concerne le risque d'échange. Maintenant, au niveau du risque de taux, avec le phénomène du Covid, avec le phénomène ici de l'inflation généralisée dans le monde ici, les taux d'intérêt sont dans une logique de hausse. Donc, puisque nous sommes emprunteurs, en plus, quand on va payer le capital dû à l'accroissement du dollar par rapport à l'euro, par rapport au franc CFA, on va payer plus encore d'intérêt parce que les taux d'intérêt dans le monde sont à la hausse. Donc, vous voyez les risques auxquels. Donc, en fait, j'ai essayé de faire une ouverture pour vous dire, c'est vrai que nous sommes aux États-Unis, mais pour des investisseurs qui sont hors des États-Unis, qui investissent en dollars, mais lorsqu'on va leur payer leur argent, on les paye en dollars, mais lorsqu'on va rapatrier l'argent, ils rapatrient leur devise. Si à l'heure où tu rapatries ton argent là, si la parité de devise est à ta défaveur, ça veut dire que tu vas recevoir moins d'argent. Donc, le cas ici de jour, les banques européennes, elles sont exposées au risque d'échange, au risque lié à la devise. Donc, voilà, on est parti d'un risque de liquidité, d'un risque systémique, d'un risque de taux d'intérêt, d'un risque de contrepartie, d'un risque d'échange. Donc, vous voyez que la gestion des risques ici touche quasiment tout un pan de l'économie. Voilà. Ça peut être un sujet de dissertation pour dire, bon, ok, qu'est-ce que vous en pensez ici des emprunts que l'État de Côte d'Ivoire ici fait, par exemple, en dollars ou en euros? Quels sont les risques auxquels nous sommes exposés? Voilà. En tant qu'État, on est exposé à un risque d'échange. Si le dollar augmente, on va payer beaucoup plus d'argent. Si les taux d'intérêt augmentent, on va payer beaucoup plus d'argent. C'est parce que nous sommes en compte. Et l'investisseur, c'est-à-dire celui qui a prêté son argent à l'État, il sera dans la même position que VSB Bank. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent qu'il a donné à l'État de Côte d'Ivoire va se déprécier. Parce que je vais dire, quand les taux d'intérêt augmentent,
la valeur de l'obligation diminuée. Donc, dans la gestion des risques, il faut tenir compte des deux contreparties, c'est-à-dire la position de celui qui emprunte et celui qui prête. Ici, dans le cas des Westbank Bank était le prêteur, prêté à l'État. L'État est l'emprunteur. Voilà. Donc, quand tu fais l'analyse des risques, il faut tenir compte de la position dans laquelle tu es. Est-ce que tu es prêteur? Est-ce que tu es emprunteur? Si tu es prêteur, si tu es emprunteur, quel est l'impact de ces différents risques-là sur mon capital? Quel est l'impact du risque d'échange? Quel est l'impact du risque de devise? Quel est l'impact du risque de liquidité? Quel est l'impact du risque systémique? Quel est l'impact ici du risque d'intérêt? Quel est l'impact du risque de contrepartie? Bon, s'il y avait la projection, s'il y avait la connexion, on aurait peut-être fait deux ou trois cas. Moi, j'ai voulu qu'on fasse là sans entrer dans les éléments théoriques, ça allait vraiment ennuyant. Voilà. Donc, avec des cas pratiques, avec des lectures d'articles, ça fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, quand je vais vous envoyer les diapos, bon, ça c'est juste la littérature, c'est de la théorie. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'État, les obligations, c'est aussi des placements. C'est des placements. Les obligations, c'est quoi? Les obligations, comme le dit une obligation. En fait, une obligation, on appelle ça une obligation, c'est. En fait, comme je n'ai pas fait, je vais essayer de caricaturer. Avant des siècles en arrière, toi, tu as de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai fait. Ah, monsieur Gucci, franchement, il y a besoin d'1 million. Moi, je suis l'emprunteur. Toi, tu es le prêteur. Donc, monsieur Gucci, va prendre un papier. Oui, monsieur Gucci, vous connaissez avoir remis la somme d'1 million machin à monsieur Zagri. Je lui prête cet argent sur telle période. Et en plus d'1 million, il va me verser un intérêt de 5%, ça va faire 500 000. Donc en plus d'1 million, il va me verser 500 000, total 1,5 million. Je lui donne ce papier. Toi aussi, il y a une copie sur papier. Tu vois un peu. Et l'obligation, c'est en droit, c'est un type de créance. C'est-à-dire, c'est un instrument qui montre que tu dois à quelqu'un. Donc, moi, quand je suis papier là, ça montre que